Là Roland mit le bouquet dans la main du Haudouin, et invita le Haudouin à se mettre en selle. Puis, le conduisant hors de la ville, comme Amant conduisait Mardochée, il le plaça dans une espèce de sentier. Là, lui dit-il, laisse aller Roland, au bout du sentier, tu trouveras la forêt, dans la forêt un parc, autour de ce parc un mur, à l'endroit du mur où Roland s'arrêtera, tu jetteras ce bouquet. Celui qu'on attend ne vient pas, disait le billet, parce que celui qu'on n'attendait pas est venu, et plus menaçant que jamais, car il aime toujours. Prenez avec les lèvres et le cœur tout ce qu'il y a d'invisible aux yeux dans ce papier point. Bussy lâcha la bride à Roland qui partit au galop dans la direction de Méridor. Bussy revint au palais ducal et trouva le prince habillé. Quant à Rémy, ce fut pour lui l'affaire d'une demi-heure. Emporté comme un nuage par le vent, Rémy, confiant dans les paroles de son maître, traversa prés, champs, bois, ruisseaux, collines, et s'arrêta au pied d'un mur à demi dégradé dont le chaperon tapissé de lierre semblait relié par eux aux branches des chênes. Arrivé là, Rémy se dressa sur ses étriers, attacha de nouveau et plus solidement encore qu'il ne l'était le papier au billet, et, poussant un aime vigoureux, il lança le bouquet par-dessus le mur. Un petit cri qui retentit de l'autre côté lui apprit que le message était arrivé à bon port. Rémy n'avait plus rien à faire, car on ne lui avait pas demandé de réponse. Il tourna donc du côté par lequel il était venu, la tête du cheval, qui se disposait à prendre son repas aux dépens de la glandée, et qui témoigna un vif mécontentement d'être dérangé dans ses habitudes, mais Rémy fit une sérieuse application de l'éperon et de la cravache. Roland sentit son tort et repartit de son train habituel. 40 minutes après, il se reconnaissait dans sa nouvelle écurie, comme il s'était reconnu dans le hallier, et il venait prendre de lui-même sa place au râtelier bien garni de foin et à la mangeoire regorgeant d'avoine. Bussy visitait le château avec le prince. Rémy le joignit au moment où il examinait un souterrain conduisant à une poterne. « Eh bien, demanda-t-il à son messager, qu'as-tu vu? Qu'as-tu entendu? Qu'as-tu fait? » « Un mur, un cri, 7 lieues, répondit Rémy avec le laconisme d'un de ces enfants de Sparte qui se faisaient dévorer le ventre par les renards pour la plus grande gloire des lois de Lycurgue. Chapitre Truquieux. Une volée d'Angevin. Bussy parvint à occuper si bien le duc d'Anjou de ses préparatifs de guerre, que, pendant 2 jours, il ne trouva ni le temps d'aller à Méridor, ni le temps de faire venir le baron à Angers. Quelquefois cependant le duc revenait à ses idées de visite. Mais aussitôt Bussy faisait l'empressé, visitait les mousquets de toute la garde, faisait équiper les chevaux en guerre, roulait les canons, les affûts, comme s'il s'agissait de conquérir une 5e partie du monde. Ce que voyant Rémy, il se mettait à faire de la charpie, à repasser ses instruments, à confectionner ses baumes, comme s'il s'agissait de soigner la moitié du genre humain. Le duc alors reculait devant l'énormité de pareils préparatifs. Il va sans dire que, de temps en temps, Bussy, sous prétexte de faire le tour des fortifications extérieures, sautait sur Roland, et, en 40 minutes, arrivait à certains murs, qu'il enjambait d'autant plus lestement, qu'à chaque enjambement il faisait tomber quelques pierres, et que le chaperon, croulant sous son poids, devenait peu à peu une brèche. Quant à Roland, il n'était plus besoin de lui dire où l'on allait, Bussy n'avait qu'à lui lâcher la bride et fermer les yeux. « Voilà déjà 2 jours de gagnés, disait Bussy, j'aurais bien du malheur si,
d'ici à 2 autres jours, il ne m'arrive pas un petit bonheur. Bussy n'avait pas tort de compter sur sa bonne fortune. Vers le soir du 3e jour, comme on faisait entrer dans la ville un énorme convoi de vivres, produit d'une réquisition frappée par le duc sur ses bons et faits aux Angevins, comme Monsieur d'Anjou, pour faire le bon prince, goûter le pain noir des soldats et déchirer à belles dents les harengs salés et la morue sèche, on entendit une grande rumeur vers une des portes de la ville. Monsieur d'Anjou s'informa d'où venait cette rumeur, mais personne ne put le lui dire. Il se faisait par là une distribution de coups de manche de pertuisane et de coups de crosse de mousquet à bon nombre de bourgeois attirés par la nouveauté d'un spectacle curieux. Un homme, monté sur un cheval blanc ruisselant de sueur, s'était présenté à la barrière de la porte de Paris. Or Bussy, par suite de son système d'intimidation, s'était fait nommer capitaine général du pays d'Anjou, grand maître de toutes les places, et avait établi la plus sévère discipline, notamment dans Angers. Nul ne pouvait sortir de la ville sans un mot d'ordre, nul ne pouvait y entrer sans ce même mot d'ordre, une lettre d'appel ou un signe de ralliement quelconque. Toute cette discipline n'avait d'autre but que d'empêcher le duc d'envoyer quelqu'un à Diane sans qu'il le sût, et d'empêcher Diane d'entrer à Angers sans qu'il en fût averti. Cela paraîtra peut-être un peu exagéré, mais 50 ans plus tard Buckingham faisait bien d'autres folies pour Anne d'Autriche. L'homme et le cheval blanc étaient donc, comme nous l'avons dit, arrivés d'un galop furieux, et ils avaient été donnés droit dans le poste. Mais le poste avait sa consigne. La consigne avait été donnée à la sentinelle avait croisé la pertuisane, le cavalier avait paru sans inquiéter médiocrement, mais la sentinelle avait crié « aux armes », le poste était sorti, et force avait été d'entrer en explication. « Je suis Entraguet », avait dit le cavalier, « et je veux parler au duc d'Anjou. » Nous ne connaissons pas Entraguet, avait répondu le chef du poste, quant à parler au duc d'Anjou, votre désir sera satisfait, car nous allons vous arrêter et vous conduire à son Altesse. M'arrêter, répondit le cavalier, voilà encore un plaisant maroufle pour arrêter Charles de Balzac d'Entragues, baron de Cuneo et comte de Graville. Ce sera pourtant comme cela, dit en ajustant son hausse-col le bourgeois qui avait 20 hommes derrière lui, et qui n'en voyait qu'un seul en face. Attendez un peu, mes bons amis, dit Entraguet. Vous ne connaissez pas encore les Parisiens, n'est-ce pas? Eh bien, je vais vous montrer un échantillon de ce qu'ils savent faire. Arrêtons-le. Conduisons-le à Monseigneur. Crièrent les miliciens furieux. Tout doux, mes petits agneaux, d'Anjou, dit Entraguet, c'est moi qui aurai ce plaisir. Que dit-il donc là? Se demandèrent les bourgeois. Il dit que son cheval n'a encore fait que 10 lieues, répondit Entraguet, ce qui fait qu'il va vous passer sur le ventre à tous, si vous ne vous rangez pas, rangez-vous donc, ou ventre bœuf. Et, comme les bourgeois d'Angers avaient l'air de ne pas comprendre le juron parisien, Entraguet avait mis l'épée à la main, et, par un moulinet prestigieux, avait abattu çà et là les remps les plus rapprochés des hallebardes dont on lui présentait la pointe. En moins de 10 minutes, 15 ou 20 hallebardes furent changées en manches à balai. Les bourgeois furieux fondirent à coups de bâton sur le nouveau venu, qui paraît devant, derrière, à droite et à gauche, avec une adresse prodigieuse, et en riant de tout son cœur. Ah! La belle entrée, disait-il en se tordant sur son cheval, oh! Les honnêtes bourgeois que les bourgeois d'Angers. Morbleu, comme on s'amuse ici.
que le prince a bien eu raison de quitter Paris, et que j'ai bien fait de venir le rejoindre. Et Antraguet, non seulement paraît de plus belle, mais, de temps en temps, quand il se sentait serré de trop près, il taillait, avec sa lame espagnole, le buffle de celui-là, la salade de celui-ci, et quelquefois, choisissant son homme, il étourdissait d'un coup de plat d'épée quelque guerrier imprudent qui se jetait dans la mêlée, le chef protégé par le simple bonnet de laine angevin. Les bourgeois ameutés frappaient à l'envi, s'estropiant les uns les autres, puis revenaient à la charge, comme les soldats de Cadmus, on eût dit qu'ils sortaient de terre. Antraguet sentit qu'il commençait à se fatiguer. Allons, dit-il, voyant que les rangs devenaient de plus en plus compacts, c'est bon, vous êtes braves comme des lions, c'est convenu, et j'en rendrai témoignage. Mais vous voyez qu'il ne vous reste plus que vos manches de hallebarde, et que vous ne savez pas charger vos mousquets. J'avais résolu d'entrer dans la ville, mais j'ignorais qu'elle était gardée par une armée de César. Je renonce à vous vaincre, adieu, bonsoir, je m'en vais. Dites seulement au prince que j'étais venu exprès de Paris pour le voir. Cependant le capitaine était parvenu à communiquer le feu à la mèche de son mousquet, mais, au moment où il appuyait la crosse à son épaule, Antraguet lui cingla de si furieux coups de sa canne flexible sur les doigts, qu'il lâcha son arme et qu'il se mit à sauter alternativement sur le pied droit et sur le pied gauche. À mort! À mort! Crièrent les miliciens meurtris et enragés, ne le laissons pas fuir. Qu'il ne puisse pas s'échapper. Ah, dit Antraguet, vous ne vouliez pas me laisser entrer tout à l'heure, et voilà maintenant que vous ne voulez plus me laisser sortir, prenez garde. Cela va changer ma tactique, au lieu d'user du plat, j'userai de la pointe, au lieu d'abattre les hallebardes, j'abattrai les poignets. Ça, voyons, mes agneaux d'Anjou, me laisseront partir. Non. À mort. À mort. Il se lasse. Assommons-le. Fort bien. C'est pour tout de bon, alors. Oui. Oui. Eh bien. Gare les doigts, je coupe les mains. Il achevait à peine, et se mettait en mesure de mettre sa menace à exécution, quand un second cavalier apparut à l'horizon, accourant avec la même frénésie, entra dans la barrière au triple galop, et tomba comme la foudre au milieu de la mêlée, qui tournait peu à peu en véritable combat. Antraguet, cria le nouveau venu, Antraguet. Et que diable fais-tu au milieu de tous ces bourgeois? Livaro, s'écria Antraguet en se retournant, ah! Mordieu, tu es le bienvenu, Montjoie et Saint-Denis, à la rescousse. Je savais bien que je te rattraperais, il y a 4 heures que j'ai eu de tes nouvelles, et, depuis ce moment, je te suis. Mais où t'es-tu donc fourré? On te massacre, Dieu me pardonne. Oui, ce sont nos amis d'Anjou, qui ne veulent ni me laisser entrer ni me laisser sortir. Messieurs, dit Livaro en mettant le chapeau à la main, vous plairait-il de vous ranger à droite ou à gauche, afin que nous passions? Ils nous insultent. Crièrent les bourgeois, à mort. À mort? Ah! Voilà comme ils sont arrangés, fit Livaro en remettant d'une main son chapeau sur sa tête, et en tirant de l'autre son épée. Oui, tu vois, dit Antraguet, malheureusement ils sont beaucoup. Bah! À nous 3 nous en viendrons bien à bout. Oui, à nous 3, si nous étions 3, mais nous ne sommes que nous 2. Voici Ribérac qui arrive. Lui aussi.
L'entends-tu? Je le vois. Et Ribérac. Et ici. Ici. En effet, au moment même, Ribérac, non moins pressé que ses compagnons, à ce qu'il paraissait, faisait la même entrée que dans la ville d'Angers. Tiens! On se bat, dit Ribérac, voilà une chance. Bonjour, Entraguet, bonjour, Livarot. Chargeons, répondit Entraguet. Les miliciens regardaient, assez étourdis, le nouveau renfort qui venait d'arriver aux deux amis, lesquels, de l'état d'assaillis, se préparaient à passer à celui d'assaillants. Ah ça! Mais ils sont donc un régiment, dit le capitaine de la milice à ses hommes, messieurs, notre ordre de bataille me paraît vicieux, et je propose que nous fassions demi-tour à gauche. Les bourgeois, avec cette habileté qui les caractérise dans l'exécution des mouvements militaires, commencèrent aussitôt un demi-tour à droite. C'est qu'outre l'invitation de leur capitaine qui les ramenait naturellement à la prudence, ils voyaient les trois cavaliers se ranger de front avec une contenance martiale qui faisait frémir les plus intrépides. C'est leur avant-garde, crièrent les bourgeois qui voulaient se donner à eux-mêmes un prétexte pour fuir. Alarme! Alarme! Au feu! Crièrent les autres, au feu. L'ennemi! L'ennemi! Dirent la plupart. Nous sommes des pères de famille, nous nous devons à nos femmes et à nos enfants. Sauf qui peut! Hurla le capitaine. Et en raison de ces cris divers, qui tout cependant, comme on le voit, avaient le même but, un effroyable tumulte se fit dans la rue, et les coups de bâton commencèrent à tomber comme la grêle sur les curieux, dont le cercle pressé empêchait les peureux de fuir. Ce fut alors que le bruit de la bagarre arriva jusqu'à la place du château, où, comme nous l'avons dit, le prince goûtait le pain noir, les harengs sorts et la morue sèche de ses partisans. Bussy et le prince s'informèrent, on leur dit que c'étaient trois hommes, ou plutôt trois diables incarnés arrivant de Paris, qui faisaient tout ce tapage. Trois hommes, dit le prince, va donc voir ce que c'est, Bussy. Trois hommes, dit Bussy, venez, monseigneur. Et tous deux partirent, Bussy en avant, le prince le suivant prudemment, accompagné d'une vingtaine de cavaliers. Ils arrivèrent comme les bourgeois commençaient d'exécuter la manœuvre que nous avons dite, au grand détriment des épaules et des crânes des curieux. Bussy se dressa sur ses étriers, et, son œil d'aigle plongeant dans la mêlée, il reconnut Livarot à sa longue figure. Mort de ma vie! Cria-t-il au prince d'une voix tonnante, accourez donc, monseigneur, ce sont nos amis de Paris qui nous assiègent. Et non, répondit Livarot d'une voix qui dominait le bruit de la bataille, ce sont, au contraire, les amis d'Anjou qui nous écharpent. Bas les armes! Cria le duc, bas les armes, Marot, ce sont des amis. Des amis! S'écrièrent les bourgeois contusionnés, écorchés, rendus. Des amis! Il fallait donc leur donner le mot d'ordre alors, depuis une bonne heure, nous les traitons comme des païens, et ils nous traitent comme des Turcs. Et le mouvement rétrograde acheva de se faire. Livarot, Entraguet et Ribérac s'avancèrent en triomphateurs dans l'espace laissé libre par la retraite des bourgeois, et tous s'empressèrent d'aller baiser la main de son Altesse, après quoi, chacun, à son tour, se jeta dans les bras de Bussy. Il paraît, dit philosophiquement le capitaine, que c'est une volée d'Angevin que nous prenions pour un vol de vautours. Monseigneur, glissa Bussy à l'oreille du duc,
Comptez vos miliciens, je vous prie. Pourquoi faire? Comptez toujours, à peu près, en gros, je ne dis pas un à un. Ils sont au moins 150. Au moins, oui. Eh bien. Que veux-tu dire? Je veux dire que vous n'avez point là de fameux soldats, puisque 3 hommes les ont battus. C'est vrai, dit le duc. Après? Sortez donc de la ville avec des gaillards comme ceux-là. Oui, dit le duc, mais j'en sortirai avec les 3 hommes qui ont battu les autres, répliqua le duc. Ouais, fit tout bas Bussy, je n'avais pas songé à celle-là. Vive les poltrons pour être logique. Chapitre Truc-Yves Roland. Grâce au renfort qui lui était arrivé, Monsieur le duc d'Anjou put se livrer à des reconnaissances sans fin autour de la place. Accompagné de ses amis, arrivé d'une façon si opportune, il marchait dans un équipage de guerre dont les bourgeois d'Angers se montraient on ne peut plus orgueilleux, bien que la comparaison de ces gentilshommes bien montés, bien équipés, avec les harnais déchirés et les armures rouillées de la milice urbaine, ne fût pas précisément à l'avantage de cette dernière. On explore d'abord les remparts, puis les jardins attenant aux remparts, puis la campagne attenant aux jardins, puis enfin les châteaux épars dans cette campagne, et ce n'était point sans un sentiment d'arrogance très marqué que le duc narguait, en passant, soit près d'eux, soit au milieu d'eux, les bois qui lui avaient fait si grande peur, ou plutôt dont Bussy lui avait fait si grande peur. Les gentilshommes angevins arrivaient avec de l'argent, ils trouvaient à la cour du duc d'Anjou une liberté qu'il était loin de rencontrer à la cour de Henri III, ils ne pouvaient donc manquer de faire joyeuse vie dans une ville toute disposée, comme doit l'être une capitale quelconque, à piller la bourse de ses hôtes. 3 jours ne s'étaient point encore écoulés, qu'Entraguet, Ribérac et Livarot avaient lié des relations avec les nobles angevins les plus épris des modes et des façons parisiennes. Il va sans dire que ces dignes seigneurs étaient mariés et avaient de jeunes et jolies femmes. Aussi n'était-ce pas pour son plaisir particulier, comme pourraient le croire ceux qui connaissent l'égoïsme du duc d'Anjou, qu'il faisait de si belles cavalcades dans la ville. Non. Ces promenades tournaient au plaisir des gentilshommes parisiens, qui étaient venus le rejoindre, des seigneurs angevins, et surtout des dames angevines. Dieu d'abord devait s'en réjouir, puisque la cause de la Ligue était la cause de Dieu. Puis le roi devait incontestablement en enrager. Enfin les dames en étaient heureuses. Ainsi, la grande trinité de l'époque était représentée, Dieu, le roi et les dames. La joie fut à son comble le jour où l'on vit arriver, en superbe ordonnance, 22 chevaux de main, 30 chevaux de trait, enfin, 40 mulets, qui, avec les litières, les chariots et les fourgons, formaient les équipages de Monsieur le duc d'Anjou. Tout cela venait, comme par enchantement, de Tours, pour la modique somme de 50 000 écus, que Monsieur le duc d'Anjou avait consacrée à cet usage. Il faut dire que ces chevaux étaient sellés, mais que les selles étaient dues au sellier, il faut dire que les coffres avaient de magnifiques serrures, fermant à clé, mais que les coffres étaient vides, il faut dire que ce dernier article était tout à la louange du prince, puisque le prince aurait pu les remplir par des exactions. Mais ce n'était pas dans la nature du prince de prendre, il aimait mieux soustraire. Néanmoins l'entrée de ce cortège produisit un magnifique effet dans Angers. Les chevaux entrèrent dans les écuries, les chariots furent rangés sous les remises. Les coffres furent portés par les familiers les plus intimes du prince. Il fallait des mains bien sûres,
pour qu'on osât leur confier les sommes qu'ils ne contenaient pas. Enfin on ferma les portes du palais au nez d'une foule empressée, qui fut convaincue, grâce à cette mesure de prévoyance, que le prince venait de faire entrer 2 millions dans la ville, tandis qu'il ne s'agissait, au contraire, que de faire sortir de la ville une somme à peu près pareille, sur laquelle comptaient les coffres vides. La réputation d'opulence de Monsieur le duc d'Anjou fut solidement établie à partir de ce jour-là, et toute la province demeura convaincue, d'après le spectacle qui avait passé sous ses yeux, qu'il était assez riche pour guerroyer contre l'Europe entière, si besoin était. Cette confiance devait aider les bourgeois à prendre en patience les nouvelles tailles que le duc, aidé des conseils de ses amis, était dans l'intention de lever sur les Angevins. D'ailleurs, les Angevins allaient presque au-devant des désirs du duc d'Anjou. On ne regrette jamais l'argent que l'on prête ou que l'on donne aux riches. Le roi de Navarre, avec sa renommée de misère, n'aurait pas obtenu le quart du succès qu'obtenait le duc d'Anjou avec sa renommée d'opulence. Mais revenons au duc. Le digne prince vivait en patriarche, regorgeant de tous les biens de la terre, et, chacun le sait, l'Anjou est une bonne terre. Les routes étaient couvertes de cavaliers accourant vers Angers, pour faire aux princes leurs soumissions ou leurs offres de service. De son côté, Monsieur d'Anjou poussait des reconnaissances aboutissant toujours à la recherche de quelque trésor. Bussy était arrivé à ce qu'aucune de ces reconnaissances n'eût été poussée jusqu'au château qu'habitait Diane. C'est que Bussy se réservait ce trésor-là pour lui seul, pillant, à sa manière, ce petit coin de la province, qui, après s'être défendu de façon convenable, s'était enfin livré à discrétion. Or, tandis que M. d'Anjou reconnaissait et que Bussy pillait, M. de Montsoreau, monté sur son cheval de chasse, arrivait aux portes d'Anjou. Il pouvait être 4 heures du soir. Pour arriver à 4 heures, M. de Montsoreau avait fait 18 lieues dans la journée. Aussi, ses éperons étaient rouges, et son cheval, blanc d'écume, était à moitié mort. Le temps était passé de faire aux portes de la ville des difficultés à ceux qui arrivaient. On était si fiers, si dédaigneux maintenant à Angers, qu'on eût laissé passer sans conteste un bataillon de Suisses. Ces Suisses eussent été commandés par le brave Crillon lui-même. Monsieur de Montsoreau, qui n'était pas Crillon, entra tout droit en disant, au palais de Monseigneur le duc d'Anjou. Il n'écouta point la réponse des gardes, qui hurlaient une réponse derrière lui. Son cheval ne semblait tenir sur ses jambes que par un miracle d'équilibre dû à la vitesse même avec laquelle il marchait. Il allait, le pauvre animal, sans avoir plus aucune conscience de sa vie, et il y avait à parier qu'il tomberait quand il s'arrêterait. Il s'arrêta au palais, mais M. de Montsoreau était excellent écuyer, le cheval était de race, le cheval et le cavalier restèrent debout. Monsieur le duc, cria le grand veneur. Monseigneur est allé faire une reconnaissance, répondit la sentinelle. Où cela? Demanda M. de Montsoreau. Par là, dit le factionnaire en étendant la main vers un des 4 points cardinaux. Diable, fit Montsoreau, ce que j'avais à dire au duc était cependant bien pressé, comment faire? Mettre d'abord votre cheval à l'écurie, répliqua la sentinelle, qui était un ritre d'Alsace, gare si vous ne l'appuyez pas contre un mur il tombera. Le conseil est bon, quoique donné en mauvais français, dit Montsoreau. Où sont les écuries, mon brave homme? Là pas. En ce moment un homme s'approcha du gentilhomme et déclina ses qualités. C'était le majordome.
Monsieur de Montsoreau répondit à son tour par l'énumération de ses noms, prénoms et qualités. Le majordome salua respectueusement, le nom du grand veneur était dès longtemps connu dans la province. Monsieur, dit-il, veuillez entrer et prendre quelque repos. Il y a 10 minutes à peine que Monseigneur est sorti, Son Altesse ne rentrera pas avant 8 heures du soir. 8 heures du soir, reprit Montsoreau en rongeant sa moustache, ce serait perdre trop de temps. Je suis porteur d'une grande nouvelle qui ne peut être sue trop tôt par Son Altesse. N'avez-vous pas un cheval et un guide à me donner? Un cheval? Il y en a 10, monsieur, dit le majordome. Quant à un guide, c'est différent, car Monseigneur n'a pas dit où il allait, et vous en saurez, en interrogeant, autant que qui que ce soit, sous ce rapport. D'ailleurs, je ne voudrais pas dégarnir le château. C'est une des grandes recommandations de Son Altesse. Ah! Ah, fit le grand veneur, on n'est donc pas en sûreté ici. Oh! Monsieur, on est toujours en sûreté au milieu d'hommes tels que messieurs Bussy, Livarot, Ribérac, Entraguet, sans compter notre invincible prince, Monseigneur le duc d'Anjou, mais vous comprenez, oui, je comprends que lorsqu'ils n'y sont pas, il y a moins de sûreté. C'est cela même, monsieur. Alors je prendrai un cheval frais dans l'écurie, et je tâcherai de joindre Son Altesse en m'informant. Il y a tout à parier, monsieur, que, de cette façon, vous rejoindrez Monseigneur. On n'est point parti au galop? Au pas, monsieur, au pas très bien. C'est chose conclue, montrez-moi le cheval que je puis prendre. Entrez dans l'écurie, monsieur, et choisissez vous-même, tous sont à Monseigneur. Très bien. Montsoreau entra. 10 ou 12 chevaux, des plus beaux et des plus frais, prenaient un ample repas dans les crèches bourrées du grain et du fourrage le plus savoureux de l'Anjou. Voilà, dit le majordome, choisissez. Montsoreau promena sur la rangée de quadrupèdes un regard de connaisseur. Je prends ce cheval bébrin, dit-il, faites-le-moi seller. Roland. Il s'appelle Roland. Oui, c'est le cheval de prédilection de Son Altesse. Il le monte tous les jours, il lui a été donné par Monsieur de Bussy, et vous ne le trouveriez certes pas à l'écurie si Son Altesse n'essayait pas de nouveaux chevaux qui lui sont arrivés de Tours. Allons, il paraît que je n'ai pas le coup d'œil mauvais. Un palefrenier s'approcha. C'est les Roland, dit le majordome. Quant au cheval du comte, il était entré de lui-même dans l'écurie et s'était étendu sur la litière, sans attendre même qu'on lui ôtât son harnais. Roland fut sellé en quelques secondes. Monsieur de Montsoreau se mit légèrement en selle, et s'informa une seconde fois de quel côté la cavalcade s'était dirigée. Elle est sortie par cette porte, et elle a suivi cette rue, dit le majordome en indiquant au grand veneur le même point que lui avait déjà indiqué la sentinelle. Ma foi, dit Montsoreau en lâchant le bride, en voyant que de lui-même le cheval prenait ce chemin, on dirait, ma parole, que Roland suit la piste. Oh! N'en soyez pas inquiet, dit le majordome, j'ai entendu dire à Monsieur de Bussy et à son médecin, Monsieur Rémy, que c'était l'animal le plus intelligent qui existât, dès qu'il sentira ses compagnons, il les rejoindra. Voyez les belles jambes, elles feraient envie à un cerf. Montsoreau se pencha de côté. Magnifique, dit-il.
En effet, le cheval partit sans attendre qu'on l'excitât, et sortit fort délibérément de la ville. Il fit même un détour, avant d'arriver à la porte, pour abréger la route, qui se bifurquait circulairement à gauche, directement à droite. Tout en donnant cette preuve d'intelligence, le cheval secouait la tête comme pour échapper au frein qu'il sentait peser sur ses lèvres. Il semblait dire au cavalier que toute influence dominatrice lui était inutile, et, à mesure qu'il approchait de la porte de la ville, il accélérait sa marche. En vérité, murmura Montsoreau, je vois qu'on ne m'en avait pas trop dit, ainsi, puisque tu sais si bien ton chemin, va, Roland, va. Et il abandonna les rênes sur le cou de Roland. Le cheval, arrivé au boulevard extérieur, hésita un moment pour savoir s'il tournerait à droite ou à gauche. Il tourna à gauche. Un paysan passait en ce moment. « Avez-vous vu une troupe de cavaliers, l'ami » demanda Montsoreau. « Oui, monsieur, » répondit le rustique, « je l'ai rencontré là-bas, en avant. » C'était justement dans la direction qu'avait prise Roland, que le paysan venait de rencontrer cette troupe. « Va, Roland, va, » dit le grand veneur en lâchant les rênes à son cheval, qui prit un trot allongé avec lequel on devait naturellement faire 3 ou 4 lieues à l'heure. Le cheval suivit encore quelque temps le boulevard, puis il donna tout à coup à droite, prenant un sentier fleuri qui coupait à travers la campagne. Montsoreau hésita un instant pour savoir s'il n'arrêterait pas Roland, mais Roland paraissait si sûr de son affaire, qu'il le laissa aller. À mesure que le cheval s'avançait, il s'animait. Il passa du trot au galop, et, en moins d'un quart d'heure, la ville eut disparu au regard du cavalier. De son côté aussi, le cavalier, à mesure qu'il s'avançait, semblait reconnaître les localités. Mais, dit-il en entrant sous le bois, on dirait que nous allons vers Méridor. Est-ce que son Altesse, par hasard, se serait dirigée du côté du château? Et le front du grand veneur se rembrunit à cette idée, qui ne se présentait pas à son esprit pour la première fois. « Oh! Oh !» murmura-t-il, moi qui venais d'abord voir le prince, remettant à demain de voir ma femme. Aurais-je donc le bonheur de les voir tous les deux en même temps? Un sourire terrible passa sur les lèvres du grand veneur. Le cheval allait toujours, continuant d'appuyer à droite avec une ténacité qui indiquait la marche la plus résolue et la plus sûre. Mais, sur mon âme, pensa Montsoreau, je ne dois plus maintenant être bien loin du parc de Méridor. En ce moment, le cheval se mit à hennir. Au même instant, un autre hennissement lui répondit du fond de la feuillée. « Ah! Ah » dit le grand veneur, voilà Roland qui a trouvé ses compagnons, à ce qu'il paraît. Le cheval redoublait de vitesse, passant comme l'éclair sous les hautes futaies. Soudain Montsoreau aperçut un mur et un cheval attaché près de ce mur. Le cheval hennit une seconde fois, et Montsoreau reconnut que c'était lui qui avait dû hennir la première. « Il y a quelqu'un ici, » dit Montsoreau pâlissant. Fin de la deuxième partie. End of Project Gutenberg S. La Dame de Montsoreau v.2, by Alexandre Dumas. Astérisque End of the Project Gutenberg e-book La Dame de Montsoreau tome 2. Updated editions will replace the previous one. The all editions will be renamed. Creating the works from print editions not protected by US copyright law means that no one owns a United States copyright in these works, so the Foundation, and you,
can copy and distribute it in the United States without permission and without paying copyright royalty. Special rule, set forth in the general terms of use part of this license, apply to copying and distributing Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept and trademark. Project Gutenberg is a registered trademark, and may not be used if you charge for an e-book, except by following the terms of the trademark license, including paying royalty for use of the Project Gutenberg trademark. If you do not charge anything for copy of this e-book, complying with the trademark license is very easy. You may use this ebook for nearly any purpose such as creation of derivative works, report, performance and research. Project Gutenberg ebooks may be modified and printed and given away. You may do practically anything in the United States with ebooks not protected by US copyright law. Redistribution is subject to the trademark license, especially commercial redistribution. Start, full license. The full Project Gutenberg license. Please read this before you distribute or use this work to protect the Project Gutenberg symbol marque commerciale mission of promoting the free distribution of electronic works, by using or distributing this work, or any other work associated in any way with the phrase Project Gutenberg, you agree to comply with all the terms of the full Project Gutenberg symbol marque commerciale license available with this file or online at www.gutenberg.org/licence. Section 1. General Terms of Use and Redistributing Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. 1.a By reading or using any part of this Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Work, you indicate that you have read, understand, agree to and accept all the terms of this license and intellectual property, trademark / copyright, agreement. If you do not agree to abide by all the terms of this agreement, you must cease using and return or destroy all copy of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works in your possession. If you paid a fee for obtaining a copy of or access to a Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Work and you do not agree to be bound by the terms of this agreement, you may obtain a refund from the person or entity to whom you paid the fee as set forth in paragraph 1.e.8. 1.b Project Gutenberg is a registered trademark. It may only be used on or associated in any way with an electronic work by people who agree to be bound by the terms of this agreement. There are a few things that you can do with most Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works even without complying with the full terms of this agreement. See paragraph 1.c below. There are a lot of things you can do with Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works if you follow the terms of this agreement and help preserve free future access to Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. See paragraph 1.e below. 1.c The Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the Foundation or PGLAF, owns a compilation copyright in the collection of Project Gutenberg symbol marque commerciale Electronic Works. Nearly all the individual works in the collection are in the public domain in the United States.
If an individual work is unprotected by copyright law in the United States and you are located in the United States, we do not claim a right to prevent you from copying, distributing, performing, displaying or creating derivative works based on the work alone as all references to Project Gutenberg are removed. Of course, we hope that you will support the Project Gutenberg symbol marque commercial mission of promoting free access to electronic works by freely sharing Project Gutenberg symbol marque commercial works in compliance with the terms of this agreement for keeping the Project Gutenberg symbol marque commercial name associated with the work. You can easily comply with the terms of this agreement by keeping this work in the same format with its attached full Project Gutenberg symbol marque commercial license when you share it without charge with others. 1.d. The copyright laws of the place where you are located also govern what you can do with this work. Copyright laws in most countries are in a constant state of change. If you are outside the United States, check the laws of your country in addition to the terms of this agreement before downloading, copying, displaying, performing, distributing or creating derivative works based on this work or any other Project Gutenberg symbol marque commercial work. The Foundation makes no representations concerning the copyright status of any work in any country other than the United States. 1.e Unless you have removed all references to Project Gutenberg. 1.e.1 The following sentence, with active links to, or other immediate access to, the full Project Gutenberg symbol marque commercial license must appear prominently whenever any copy of a Project Gutenberg symbol marque commercial work, any work on which the phrase Project Gutenberg appears, or with which the phrase Project Gutenberg is associated, is accessed, displayed, performed, viewed, copied or distributed. This ebook is for the use of anyone anywhere in the United States and most other parts of the world at no cost and with almost no restriction whatsoever. You may copy it, give it away or reuse it under the terms of the Project Gutenberg license included with this ebook or online at www.gutenberg.org. If you are not located in the United States, you will have to check the laws of the country where you are located before using this ebook. 1.e.2 If an individual Project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is derived from texts not protected by US copyright law, does not contain a notice indicating that it is posted with permission of the copyright holder, the work can be copied and distributed to anyone in the United States without paying any fees or charge. If you are redistributing or providing access to a work with the phrase Project Gutenberg associated with or appearing on the work, you must comply either with the requirements of paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 or obtain permission for the use of the work and the Project Gutenberg symbol marque commercial trademark asset force in paragraphs 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.3
If an individual project Gutenberg symbol marque commercial electronic work is posted with the permission of the copyright holder, your use and distribution must comply with both paragraphs 1.e.1 through 1.e.7 and any additional terms imposed by the copyright holder. Additional terms will be linked to the project Gutenberg symbol marque commercial license for all works posted with the permission of the copyright holder found at the beginning of this work. 1.e.4 Do not unlink or detach or remove the full project Gutenberg symbol marque commercial license terms from this work, or any file containing a part of this work or any other work associated with project Gutenberg symbol marque commercial. 1.e.5 Do not copy, display, perform, distribute or redistribute this electronic work, or any part of this electronic work, without permanently displaying the sentence set forth in paragraph 1.e.1 with active links or immediate access to the full terms of the project Gutenberg symbol marque commercial license. 1.e.6 You may convert to and distribute this work in any binary, compressed, marked up, non-proprietary or proprietary form, including any word processing or hypertext form. However, if you provide access to or distribute copy of a project Gutenberg symbol marque commercial work in a format other than plain vanilla ASCII or other format used in the official version posted on the official project Gutenberg symbol marque commercial website, www.gutenberg.org you must, at no additional cost, fee or expense to the user, provide a copy, a means of exporting a copy, or a means of obtaining a copy upon request, of the work in its original plain vanilla ASCII or other form. Any alternate format must include the full project Gutenberg symbol marque commercial license as specified in paragraph 1.e.1. 1.e.7 Do not charge a fee for access to, viewing, displaying, performing, copying or distributing any project Gutenberg symbol marque commercial works unless you comply with paragraph 1.e.8 or 1.e.9. 1.e.8 You may charge a reasonable fee for copy of or providing access to or distributing project Gutenberg symbol marque commercial electronic works provided that you pay a royalty fee of 20% of the gross profit you derive from the use of project Gutenberg symbol marque commercial works calculated using the method you already use to calculate your applicable tax. The fee is owed to the owner of the project Gutenberg symbol marque commercial trademark, BU et HAS agreed to donate royalty under this paragraph to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Royalty payment must be paid within 60 days following each date on which you prepare, or are legally required to prepare, your periodic tax returns. Royalty payment should be clearly marked association to the project Gutenberg Literary Archive Foundation at the address specified in section 4, Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. You provide a full refund of any money paid by a user who notifies you in writing, or by email, within 30 days of receipt that // does not agree to the terms of the full project Gutenberg symbol marque commercial license.
You must require such a user to return or destroy all copy of the works possessed in a physical medium and discontinue all use of and all access to other copy of Project Gutenberg symbol mark commercial works. You provide, in accordance with paragraph 1.f.3, a full refund of any money paid for a work or a replacement copy, if a defect in the electronic work is discovered and reported to you within 90 days of receipt of the work. You comply with all other terms of this agreement for free distribution of Project Gutenberg symbol mark commercial works. 1.e.9 If you wish to charge a fee or distribute a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work or group of works on different terms than are set forth in this agreement, you must obtain permission in writing from the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the manager of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark. Contact the Foundation à set forth in section 3 below. 1.f1.f.1 Project Gutenberg volunteers and employees expend considerable effort to identify, do copyright research on, transcribe and proofread works not protected by US copyright law in creating the Project Gutenberg symbol mark commercial collection. Despite these efforts, Project Gutenberg symbol mark commercial electronic works, and the medium on which they may be stored, may contain defects such as, but not limited to, incomplete, inaccurate or corrupt data, transcription errors, a copyright or other intellectual property infringement, a defective or damaged disk or other medium, a computer virus, or computer code that damage or cannot be read by your equipment. 1.f.2 Limited warranty, disclaimer of damage, except for the right of replacement or refund described in paragraph 1.f.3, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, the owner of the Project Gutenberg symbol mark commercial trademark, and any other party distributing a Project Gutenberg symbol mark commercial electronic work under this agreement, disclaim all liability to you for damages, costs and expenses, including legal fees. You agree that you have no remedy for negligence, strict liability, breach of warranty or breach of contract except those provided in paragraph 1.f.3. You agree that the Foundation, the trademark owner, and any distributor under this agreement will not be liable to you for actual, direct, indirect, consequential, punitive or incidental damages even if you give notice of the possibility of such damage. 1.f.3 Limited right of replacement or refund, if you discover a defect in this electronic work within 90 days of receiving it, you can receive a refund of the money, if any, you paid for it by sending a written explanation to the person you received the work from. If you received the work on a physical medium, you must return the medium with your written explanation. The person or entity that provided you with the defective work may elect to provide a replacement copy in lieu of a refund. If you received the work electronically, the person or entity providing it to you may choose to give you a second opportunity to receive the work electronically in lieu of a refund.
If the second copy is also defective, you may demand a refund in writing without further opportunities to fix the problem. 1.f.4 Except for the limited right of replacement or refund set forth in paragraph 1.f.3, this work is provided to UAIs, with no other warranties of any kind, express or imply, including but not limited to warranties of merchantability or fitness for any purpose. 1.f.5 Some states do not allow disclaimers of certain implied warranties or the exclusion or limitation of certain type of damages. If any disclaimer or limitation set forth in this agreement violates the law of the state applicable to this agreement, the agreement shall be interpreted to make the maximum disclaimer or limitation permitted by the applicable state law. The invalidity or unenforceability of any provision of this agreement shall not void the remaining provision. 1.f.6 Indemnity, you agree to indemnify and hold the foundation, the trademark owner, any agent or employee of the foundation, anyone providing copy of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works in accordance with this agreement, and any volunteers associated with the production, promotion and distribution of Project Gutenberg symbol marque commercial electronic works, harmless from all liability, costs and expenses, including legal fees, that arise directly or indirectly from any of the following which you do or cause to occur. A. Distribution of this or any Project Gutenberg symbol marque commercial work. B. Alteration, modification, or addition or deletions to any Project Gutenberg symbol marque commercial work. And C. Any defective cause. Section 2. Information about the mission of Project Gutenberg symbol marque commercial. Project Gutenberg symbol marque commercial is synonymous with the free distribution of electronic works in format readable by the widest variety of computers including obsolete, old, middle-aged and new computers. It exists because of the effort of hundreds of volunteers and donations from people in all walks of life. Volunteers and financial support to provide volunteers with the assistance they need are critical to reaching Project Gutenberg symbol marque commercial's goals and ensuring that the Project Gutenberg symbol marque commercial collection will remain freely available for generations to come. In 2001, the Project Gutenberg Literary Archive Foundation was created to provide a secure and permanent future for Project Gutenberg symbol marque commercial and future generations. To learn more about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation and how your efforts and donations can help, see section 3 and 4 and the Foundation information page at www.gutenberg.org. Section 3 Information about the Project Gutenberg Literary Archive Foundation. The Project Gutenberg Literary Archive Foundation is a non-profit 501, c3, educational corporation organized under the laws of the state of Mississippi and granted tax-exempt status by the Internal Revenue Service. The Foundation SEIN or Federal Tax Identification Number is 64 à 6 221 541.
Contribution to the project Gutenberg Literary Archive Foundation are tax deductible to the full extent permitted by US federal laws and your state's laws. The Foundation's business office is located at 809 North 1500 West, Salt Lake City, U84116, 801, 596 à 1887. Email contact links and up-to-date contact information can be found at the Foundation's website and official page at www.gutenberg.org/contact section 4. Information about donation to the project Gutenberg Literary Archive Foundation. Project Gutenberg symbol marque commercial depends upon and cannot survive without widespread public support and donation to carry out its mission of increasing the number of public domain and licensed works that can be freely distributed in machine-readable form accessible by the widest array of equipment including outdated equipment. Many small donations, $1 to $5,000, are particularly important to maintaining tax-exempt status with the IRS. The Foundation is committed to complying with the laws regulating charities and charitable donations in all 50 states of the United States. Compliance requirements are not uniform and it takes a considerable effort, much paperwork and money fees to meet and keep up with these requirements. We do not solicit donations in locations where we have not received written confirmation of compliance. To send donation or determine the status of compliance for any particular state, visit www.gutenberg.org/donate. While we cannot and do not solicit contributions from states where we have not met the solicitation requirements, we know of no prohibition against accepting unsolicited donations from donors in such states who approach us with offers to donate. International donations are gratefully accepted, but we cannot make any statements concerning tax treatment of donations received from outside the United States. US laws alone swamp for small staff. Please check the Project Gutenberg web page for current donation methods and addresses. Donations are accepted in a number of other ways including checks, online payments and credit card donations. To donate, please visit www.gutenberg.org/donate. Section 5. Général information about Project Gutenberg symbol marque commerciale électronique works. Professor Michael S. R. was the originator of the Project Gutenberg symbol marque commerciale concept of a library of electronic works that could be freely shared with anyone. For 40 years, he produced and distributed Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks with only a loose network of volunteer support. Project Gutenberg symbol marque commerciale ebooks are often created from several printed editions, all of which are confirmed and not protected by copyright in the US unless a copyright notice is included. Thus, we do not necessarily keep ebooks in compliance with any particular paper edition. Most people start at our website which has the main page search facility, www.gutenberg.org.
This website includes information about Project Gutenberg symbol marque commercial, including how to make donation to the Project Gutenberg Literary Archive Foundation, how to help produce our new ebooks, and how to subscribe to our email newsletter to read about new ebooks.